Bonjour, bienvenue au Lab Podcast, 7e numéro. Nous sommes ravis de recevoir M. Fidèle Kalumbu, qui est avocat, responsable de Fidèle Group, conférencier et bientôt écrivain. Bonjour M. Fidèle. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce podcast. Je suis avec Emmanuel Damboué, mon co-présentateur. Bonjour Emmanuel. Bonjour. D'accord. Avec vous, nous allons aborder vos débuts. D'abord, où vous êtes né, votre parcours scolaire ainsi qu'académique. Merci de la parole à nous accorder. Et merci aussi pour ce privilège et cette invitation. En tout cas, j'ai été très ému lorsque j'ai reçu cette invitation. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de sentiments que je suis là. Je salue aussi M. Emmanuel avec nous ici présent. Alors, pour répondre à la question, je suis né à Lubumbashi. Je suis un fils de Lubumbashi. Je suis né à Lubumbashi jeudi 20 mai d'une certaine année à 14h32. Ok, voilà. c'est très précis. Voilà. Je suis né un jeudi à 14h32. Voilà. Votre enfance, votre parcours scolaire. Bon, voilà. Déjà aîné de famille. Je viens d'une famille de 9 enfants, dont je suis le né. J'ai 8 petits frères. Donc, des garçons? Non. On a 5 filles et 4 hommes. Voilà. Alors, je suis aîné de cette famille-là. Du coup, j'ai quand même eu une enfance assez très simple, assez très simple, permettez-moi de le dire une deuxième fois comme ça. Pas gravement mouvementé, mais quand même mouvementé. J'ai fait mes études primaires au collège Imara. Quand j'ai eu mon certificat de 6e pratiquement, j'ai eu encore ce privilège-là de poursuivre mes études au collège Imara encore, où j'ai fini mes études aussi secondaires, si je dois dire ça comme ça, ou humanitaires. Et lorsque j'ai eu mon bac, il était temps de se décider pour qu'est-ce qu'il fallait faire aux humanitaires, à l'université. Alors c'est vrai que j'avais ce rêve d'enfant à l'époque, c'était de devenir pilote à l'époque. Et puis ce rêve de pilote a laissé place à la volonté de devenir ingénieur métallurgiste. Parce que voilà, mon grand-père, paix à son âme, était ingénieur en métallurgie. Ça a été un grand constructeur, tout ce qui était métallique en tout cas, et il nous a quand même forgé à ça. Bien qu'étant petit-fils et tout, donc ça veut dire que certains de ses enfants, la plupart des hommes, se sont lancés dans ça, voilà, que ça nous a aussi rejoint, nous, les petits-fils et tout. Donc je viens aussi d'une famille qui est assez trop technique, hein. C'est comme ça que, déjà quand j'étais sur le campus, j'ai rejoint la faculté de droit. Et en rejoignant la faculté de droit, on a commencé à m'appeler maître Ziv. C'était pour mélanger le côté droit et le côté d'ingénieur, en fait. Parce que bon, voilà, le simple humain que je suis, ça peut peut-être vous surprendre, peut vous faire la construction. Très sérieusement, je peux vous faire une construction, en fait. Sans en avoir fait des études, mais de la transmission. Oui, l'observation et tout, la curiosité. On a essayé une fois, on a essayé et tout. On a dû mettre de clôture quelque part et tout. Je peux vous faire tout ce qui est courant électrique. Je peux vous faire tout ce qui est, bon, pas tout, à un niveau près, je peux vous faire tout ce qui est quand même aussi métallurgie, en fait. Je peux, en fait, vous souder une porte. Donc, voilà, c'est comme ça que ce sang-là technique ou d'ingénieur qui continue à couler, mais malheureusement, pas malheureusement, oui, bon, je dirais malheureusement par rapport à la technique, je n'ai pas penché de ce côté-là, parce que la grande partie de la famille est ingénieur, mais j'ai quand même opté pour le droit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aussi opté pour le droit? C'était pour le devoir de justice. Alors, lorsque je finissais ma 6e, ma mère a connu un grave accident. Mais malheureusement, le responsable de cet accident, là-bas, ça en était tiré, en tout cas, indemne, en fait, sans être inquiété et tout. Je ne dirais pas que c'était par le besoin de vengeance, mais c'était parce que je me suis dit, voilà, c'est que moi, j'ai pu traverser. Il y a des gens qui ont traversé la même chose, qui ont été dans une incapacité de réclamer, de revendiquer leurs propres droits. Alors ça a allumé ma lampe pour me dire, mais n'y a-t-il pas lieu de se dire que demain après demain, que je devienne le porte-étendard, que je devienne la voix des sans-voix,
que je me dise aussi demain après demain, j'ai la capacité de refuser l'injustice et de prôner la justice. C'est comme ça que je me suis dit, bon voilà, je vais faire le droit. Mais seulement, le monde du business aussi était en train de m'attirer. C'est comme ça qu'avant de me décider pour le droit, je me dis, je suis tenté par l'économie. Et j'ai été face à un dilemme. Faudrait-il faire économie ou droit? Alors quand je me renseigne quand même suffisamment, c'est là qu'on me dit, ah non mais attendez, à la faculté de droit, il y a un département qu'on appelle droit économique. Alors je me dis, voilà, je peux faire d'une pierre deux coups. C'est comme ça que très vite, je me suis dit, je m'inscris en droit. Et déjà, avant même de m'inscrire, je savais que j'ai fait le droit économique. Okay. J'ai commencé mes études à la faculté de droit à l'UNILO. J'ai eu des professeurs merveilleux et adorables. Et j'ai pu finir mes études durant les 5 ans parce que je m'étais donné une discipline ou une décision. Je me suis dit, je viens au campus, j'ai fait mes 5 ans et je pars. Effectivement, j'ai fait mes 5 ans. Je suis parti. Et je suis parti là-bas aussi en tant que quoi? Je suis parti en tant que chef de mon département de droit économique. J'avais à ma charge toute la promotion ou le département de droit économique. Ce besoin de responsabilité a commencé depuis de les bas âge, en fait. On a décelé ça en vous. Oui. Vous étiez plusieurs fois chef de promotion. Chef de promotion, chef de classe, chef de groupement. Même à l'école, j'ai été dans la direction du cercle culturel Imara. J'ai été dans le cercle missionnaire qui avait pour vocation d'aller rendre visite aux orphelins, aux veuves et tout et tout. J'ai dirigé tous ces genres de choses là. C'est comme ça que même quand je rentrais sur le campus, je me rappelle d'ailleurs le premier TP que nous avons eu sur le campus, je n'étais même pas sur place à la faculté. Mais je reviens le jour d'après, on me dit non, il y a tel professeur qui a donné un TP, il faut 15 personnes, voilà, le groupe s'est constitué et c'est vous le chef de groupe. Je dis mais je n'étais même pas là, on me dit on s'en fout de tout. C'est toi qui vas diriger. Alors c'est comme ça que je suis parti sur cette lancée là. Jusqu'à ce que j'ai fini mes études à la faculté de droit et j'ai obtenu ma licence en droit économique et social, aujourd'hui qu'on pourrait appeler le master, parce qu'avec le système LMD, donc c'est bac plus 5 en fait. Voilà. Alors lorsque j'ai fini, il fallait attendre le moment où il fallait se décider entre faire la magistrature ou l'avocature. Mais comme j'aime bien ma liberté, je me suis dit la magistrature, ça sera très compliqué pour moi. Parce que c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup des demandes d'autorisation, et puis il faut être sur une certaine hiérarchie. Alors moi, je me suis dit, je ne saurais pas. Alors c'est comme ça que j'ai opté pour le droit, pour l'avocature. Alors, qui dit avocature, dit aussi attachement à un certain barreau. Et qui dit attachement au barreau, dit aussi préalablement un test d'entrée au barreau. Alors voilà, la licence était en poche. Il fallait maintenant attendre le moment tant attendu pour appartenir à un barreau. Alors moi personnellement, je voudrais appartenir principalement d'abord à l'un des deux barreaux. Lesquels? Le barreau du Haut-Katanga et le barreau de Gombe à Kinshasa. C'était les deux barreaux pour lesquels j'avais beaucoup d'attirance et tout. Alors quand j'ai fini, je prends un peu de repos un moment en Zambie. C'est comme ça que pendant ma période de repos, je rate le premier test. Parce que je reviens 24 heures avant la fin des dépôts et tout et tout. Bon, c'est comme ça que j'ai raté cette opportunité-là. J'ai dû attendre. Pendant ce temps-là, il y a d'autres barreaux qui ont organisé. On m'a même dit, non mais tu peux aller au Kwilu, tu peux aller. J'ai dit, non, niet. Moi, j'ai besoin d'appartenir à l'un des deux barreaux. Alors, j'ai dû patienter. Maintenant, pendant cette attente-là, je ne pouvais pas m'asseoir et ne rien faire. Vous voyez, c'est que nous sommes Congolais. Lorsque vous avez le bac, toute la famille, même la tribu, je sais pas moi, dans le fin fond, même ceux qui ne nous ont pas connus, qui nous ont connus à peine, se disent, non mais tu as fini, tu es censé travailler. Et à la limite, c'est que qui dit travailler en Afrique ou au Congo, c'est que c'est devenir une source de solution pour certaines personnes. Alors que quand vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous ne produisez pas, il fallait se bouger. Alors, ayant fait le droit économique, ayant une petite maîtrise en économie, j'ai été approché par une entreprise. Alors, j'ai commencé dans cette entreprise là-bas en tant qu'assistant Comment ça s'est passé avant que cette entreprise vous approche? Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'appellera, qui a eu vent de cette information, qui m'a dit, non, dans une entreprise telle, on cherche quelqu'un de tel calibre et tout et tout. Moi, je les ai parlé de vous parce que je vous connais.
Parce que c'est des gens avec qui c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur des projets, au fait, d'une façon indirecte, comme ça. Non, d'une façon isolée, je dirais. Alors, c'est quelqu'un avec qui nous avons gardé des bons contacts et tout et tout. Alors, quand il y a eu cette opportunité-là, c'est lui qui s'est dit, bon, en tout cas, j'étais apte à répondre à ça. C'est comme ça que, bon, l'entreprise m'a approché, j'ai eu des interviews. En tout cas, j'ai quand même eu des interviews en interview parce qu'il fallait voir, j'ai passé pratiquement quelque chose de 6 interviews. Jusqu'à ce que je suis allé voir le responsable, je devais affronter le responsable de l'entreprise et tout. Qui, du reste, d'ailleurs, ça me fait sourire même quand je pense aujourd'hui, c'est que sur place, il n'avait rien dit. Alors, il fera un message à la dame avec qui j'étais, bon, celle qui représentait le monsieur en question, pour dire, bon, je sens quand même qu'il a les épaules pour les charges qui l'attendent, alors moi, je suis partant. C'est comme ça que j'ai été pris dans cette entreprise-là. Et j'ai avancé, et j'ai quitté le poste d'assistant du manager, j'ai été assistant aux finances. Moi qui ai fait le droit, en fait, j'ai été assistant aux finances. Alors, c'était quand même des grosses sommes qu'il fallait manipuler. Je n'ai pas fait la comptabilité au vrai sens du mot et tout, comme le font les comptables et tout. Mais avec le peu d'expérience, et puis c'était un moment pour moi où j'ai dû apprendre à lire tout ce qui était économie. Parce qu'il fallait se mettre à la page. Il fallait être à la hauteur des tâches. Donc ça veut dire, sur le peu d'économie que j'avais appris avec le droit économique, j'ai dû demander des syllabus aux amis qui ont fait économie, à Cassapa, j'ai demandé des syllabus aux gens qui ont fait économie à UPEL, j'ai demandé même à Ecopo. J'ai contacté des gens là-bas, j'ai dit donnez-moi. Et par moments, je vais vous dire, il m'arrivait d'aller dans des auditoires, m'asseoir simplement là en cachette pour essayer de suivre certains cours. C'est déguisé en étudiant. En étudiant parce que je me disais que je voulais être à la hauteur de la tâche. Vous voyez, parce qu'avoir une responsabilité, c'est une chose, mais être à la hauteur de cette responsabilité en est une autre. Alors, c'est comme ça que je me suis lancé dans cette bataille-là. Et j'ai évolué, en tout cas, sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai évolué avec brio dans cette responsabilité qui m'était confiée. Et les temps sont passés, jusqu'à ce que le barreau du Haut-Katanga venait encore à ouvrir ses portes aux nouveaux candidats. Nous sommes en 2000, combien? Là, nous sommes en 2023, c'est ça. 2022, je dirais, oui, 2022. Alors, c'est comme ça que je... Presque 2 ans après avoir eu votre licence, oui. Alors, je me dis, bon, voilà, le barreau que je cherchais ouvre les portes. Alors, j'ai réuni tout ce qu'il fallait, parce qu'il faut réunir quand même un dossier assez important. Et il y avait des frais à payer et tout. Donc, il fallait se bouger, il fallait finalement, j'ai déposé ma candidature. Et je crois que ceux qui sont proches du droit le savent, ou des avocats et des magistrats, c'est un test assez colossal. Parce que tout se résume à 2 questions. Donc, tous les 5 ans, se résume à 2 questions. Une question orale et une question écrite. C'est tout. Oui. C'est tout ça le test du barreau. C'est tout ça le test du barreau. Vous vous rappelez des 2 questions? Ouais, je me rappelle de la question. Non, ouais, je me rappelle d'ailleurs de 2 questions. Je me rappelle de 2 questions. Parce que la première question, le premier jour, on était là, et avant d'arriver au jour du test même, on vous dit que pour s'inscrire, il faut payer tel montant, non remboursable. Donc ça veut dire, vous échouez, ça n'engage que vous. Alors vous voyez un peu toutes les dépenses que vous avez déjà faites. Et vous vous dites, si j'échoue, c'est compliqué. Donc là, il fallait aller revoir les notions de G1, de G2, de G3, de la première licence, de la deuxième licence. Tout ça pour 2 questions. Tout ça pour 2 questions. Et vous n'étiez pas préparé à ces 2 questions. Pour vous, c'était un examen comme tout autre examen. Non. Vous pouvez trouver plusieurs questions. Bon, non, limite déjà, on avait ce vent-là de se dire, bon voilà, là-bas c'est 2 questions simplement. Okay. On avait déjà ce vent-là, en tout cas par les aînés qui nous disent, bon, parce que ce qui est quand même bien quand on se prépare un test comme ça, c'est qu'on se réfère quand même aux aînés qui sont passés par là pour dire, donc, à votre tour c'était comment, à votre époque c'était comment, et tout. Mais souvent, on ne sait pas sur quelle question vous allez tomber. Parce que je vous dis, c'est des cours avec des grands volumes. Alors, il y avait ce moment de stress, de peur, de doute et tout. Puis est venu le jour J. Ce jour où on se dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Alors, je me rappelle bien, on était là dans à la maison du barreau, parce que nous avons une grande salle derrière là. Et
déjà, vous devez affronter des grands avocats qui composent le jury et tout. Déjà, vous flippez parce que d'abord, eux, ils sont d'abord aînés. Certains même, on peut dire que ce sont déjà des papas, parce que quand tu le vois comme ça, tu peux l'appeler papa. Et puis on vous dit, non, vous entendez une histoire de lui, on vous dit, non, mais c'est un grand avocat, le monsieur, il connaît le droit. Alors vous vous dites, mais Seigneur, je dois affronter un jury comme celui-là. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, on vous donne des numéros, vous devez passer à tour de rôle. Quand vous voyez les uns sortir là-bas, ils sont contents, les autres sortir là-bas directement, ils passent, vous dites, ah, celui-là, il a des problèmes et tout. Mais au finish, vous vous posez une seule question. Qu'est-ce qu'il adviendra de mon tour là? Bon, finalement, il fallait entrer. Mon tour est arrivé, je suis entré. J'ai choisi ce que je pouvais choisir comme numéro, parce qu'il fallait choisir des numéros. Et chaque numéro correspondait à une question. Heureusement, pour moi, je tombe sur une question assez aisée pour moi. Alors, j'ai répondu très, très facilement. Et même quand j'ai répondu, je savais que c'était ça la réponse. Vous en ressentez sûr, docteur? Certains même, certains. Je me suis dit ce jour-là, pour l'oral, je suis déjà dans le bon. Il me reste l'écrit. Alors, ça s'est passé sur 2 jours. Le premier jour, on a fini l'oral. Et puis le deuxième jour, on était passé à l'écrit et tout. Alors là aussi, c'était des questions à choix multiples. Mais là, vous voyez la question. Vous choisissez parce qu'il fallait disserter au regard de la loi et tout, du droit et tout. Alors, j'ai aussi tombé aussi sur une question que j'ai dû affronter aussi. J'ai couché ce que je pouvais coucher. Et puis bon, le tour est joué. La partie suivante qu'il fallait attendre, c'est quoi? C'est qu'il fallait maintenant attendre les résultats. Après combien de temps? En tout cas, si ma mémoire est bonne, en tout cas, le barreau de Haut-Katanga a un côté professionnel que j'admire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça n'a pas pris du temps, en fait. Je crois, si je ne m'abuse, ça n'a pas fait plus de 4 jours. Vous avez déjà On avait déjà les résultats. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'est vers 19h qu'on a affiché la liste de ceux qui ont satisfait. Bon, on a affiché la liste de tout le monde, d'ailleurs. Mais là, il fallait voir qui a satisfait, qui n'a pas satisfait. Et j'étais aux alentours du barreau. C'est un aîné à moi qui m'a dit, il faut aller vérifier si tu es devenu avocat ou pas. Et là, le cœur, il battait la chambre. Bon, finalement, je me dis, ce sont mes résultats. Si je me suis planté, je dois assumer. Si j'ai aussi satisfait, je dois assumer. Mais comme je savais que j'avais quand même bien travaillé dans une certaine marge, je me suis dit, bon, la réussite n'est qu'évidente. Effectivement, j'arrive sur place là-bas, je vois mon résultat, c'est avec une certaine distinction. J'étais avec un aîné aussi avocat d'ailleurs, et je me dis, bon, les résultats sont là. Il me dit, dis-moi c'est comment? J'ai dit, non mais est-ce que c'est une question qu'il faut me poser? Les résultats, nous le savons tous en fait. Je ne peux que réussir. Alors, c'est comme ça que nous avons satisfait à ce test-là. Et à côté de ça, maintenant, il fallait aussi maintenant attendre la prestation de serment. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on a satisfait un test de barreau qu'on devient d'office avocat, non. On a cette qualité-là où on est ouvert à cette voie-là de devenir avocat, mais il faudrait attendre la prestation du serment. Alors, fin des fins, une période s'est écoulée, il était temps pour nous de prêter serment et nous avons prêté serment. Et avant que je ne prête serment, ça c'est une expérience personnelle, je ne savais pas que cette prestation-là pouvait nous lier à tel point que votre conscience vous rappelle à tout moment. Depuis que je suis avocat aujourd'hui, même quand j'ai un dossier sur lequel je dois travailler, il y a cette phrase qui me revient. Pas tout le serment logiquement, mais il y a cette phrase qui me revient, où moi sur mon papier de serment, j'ai dit, je ne plaiderai que de causes que j'estime être justes. Alors à chaque fois que j'ai un dossier avec moi, ça me revient dans la conscience. Est-ce que c'est juste? Je ne savais pas que ça devait me coller à la peau. Mais voilà que bon, ça me lie. Et j'ai prêté serment. Je suis devenu avocat. Je suis avocat aujourd'hui au barreau, près la cour d'appel du Haut-Katanga. Okay. Quand vous avez des résultats positifs par rapport au test, vous prêtez serment, est-ce que vous abandonnez votre travail dans la société pétrolière où vous étiez? Oui, j'étais obligé. J'étais obligé parce que l'avocat ne sait pas faire les deux. Okay. Oui, l'avocat ne sait pas faire les deux. En tout cas, donc, j'avais le choix entre continuer ou arrêter. Mais ma passion brûlait pour le droit. J'ai fait 5 ans pour ça. C'était contre vents et marées. J'ai dû passer des moments difficiles sur le campus. Je ne dirais pas que tout était rose. Alors, comment arriver après ces 5 ans et puis abandonner parce que bon, voilà.
C'est vrai, je pouvais rester là-bas parce que oui, j'avais quand même une bonne rémunération. J'étais quand même à l'abri d'un petit besoin et tout et tout. Mais j'avais besoin d'être avocat. Et vos premiers pas en tant qu'avocat, comment ça se passe? À quel cabinet? Bon, La première cause que vous plaidez? en tout cas, les premiers pas en tant qu'avocat, oh, galère. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. À tel point qu'à un moment, je disais toujours qu'aucun de mes enfants ne fera le droit. Parce que c'est vrai, déjà qu'entre la théorie et la pratique, il y a un grand fossé. Il y a vraiment un grand fossé. C'est quoi cette réalité difficile que vous croisez? Déjà, bon, vous voyez, quand vous êtes sur le campus, vous faites le droit, on vous sort une disposition, vous lisez une loi et tout, vous êtes content, vous dites non, maître. Mais on se rend compte que non, mais quand on devient avocat, d'abord quand vous devenez avocat, vous avez l'impression que vous ne connaissez plus rien. Et que c'est lentement que vous commencez à réapprendre maintenant. Comme d'aucuns le pensent, certains disent non, mais je vais aller faire le droit parce que c'est facile. Oui, je dirais que finir en droit, c'est peut-être facile. Mais être juriste Ou exercer le métier d'avocat, c'est très ou difficile. exercer le métier soit d'avocat ou de magistrat, non mais le droit, c'est très technique. C'est hyper technique. Vous ne maîtrisez pas certaines choses, vous condamnez à tort certaines personnes. Vous ne maîtrisez pas certaines choses, vous vous libérez aussi à tort certaines personnes. Vous voyez, donc ça fait que ça demande une capacité intellectuelle énorme. Énorme. Et c'est ce qui fait que, en tout cas, lors de mes premiers pas au barreau, je me suis dit à moi-même, Fidèle, sois humble. Prends le temps d'apprendre de tous ceux qui t'ont précédé, C'est comme ça que j'ai des amis à moi qui ont été avocats, ou encore même j'ai des jeunes frères à moi qui ont été avocats bien avant que moi je ne puisse prêter serment. Mais quand il s'agit de poser une question sur une certaine question, j'enlève ma casquette où je me dis pas que je suis plus aîné que lui, je ne me gonfle pas la tête. Je me dis, sois humble et apprends de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de honte à ça. C'est peut-être aussi le mal que nous avons aussi. Nous sommes trop souvent imbus de nous-mêmes. On se dit, mais de l'autre, qu'est-ce que je peux apprendre? Je me suis en tout cas décidé, moi personnellement, d'être à l'écoute et à l'apprentissage de tout celui que moi j'appelle aîné dans la profession. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en passant, je salue tous mes aînés dans la profession. La question revient encore. Oui. Au premier pas, Oui. dans quel cabinet et la première cause que vous allez plaider? Comment ça se passe? Oui, j'évolue aujourd'hui dans le cabinet de Maître Jacques Mukonga. J'évolue dans le cabinet d'un grand frère à moi, d'un aîné en tout cas, qui nous a aussi émerveillés d'ailleurs avec sa façon de travailler, avec sa façon d'être dans le droit. C'est quelqu'un qui vous inspire. Il vous inspire à la discipline, il vous inspire au travail, il vous inspire à la rigueur. Alors quand je voulais faire mes premiers pas dedans, je me suis dit, j'ai besoin d'aller aussi chez quelqu'un qui a une certaine rigueur de travail. Comment vous choisissez ce cabinet? C'est eux qui vous choisissent ou c'est vous qui allez? Non, ça dépend. Il y a des cabinets qui peuvent vous tendre la perche pour dire, non, ben, nous on a besoin du personnel chez nous. Ou encore, il y a d'autres qui peuvent être là, et si vous manifestez le besoin et que eux voient qu'ils ont la capacité de vous accueillir, ils peuvent vous accueillir. Dans votre cas, comment ça se passe? Non, ça c'est moi qui suis allé vers, parce que c'est quand même un aîné que je connais très bien. Il a fait ses preuves, en tout cas, il a volé l'admiration de plus d'un. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas aller aux côtés des grands? Parce que moi je me dis toujours, pour grandir, il faut être au contact des grands. C'est vrai qu'en commençant, vous voyez, vous êtes encore débutant et tout, vous êtes soumis à cette rigueur, à cette discipline. À un moment, vous avez besoin de fuir. Hein. Vous dites, ouais, en tout cas, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, il faudrait que je l'admette. Ça n'a pas été facile, mais avec beaucoup de courage, avec beaucoup de discipline, et surtout sachant ce que je voulais, je me suis dit, c'est ça même que je voulais, alors je dois rester. Et votre première audience, par exemple, quand vous y assistez, Oui. c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait ressortir du fonctionnement de notre appareil judiciaire? Bon,
en tout cas tenu par le secret professionnel. Je ne sais pas dire de quoi il s'agissait concrètement, mais seulement, je me rappelle encore de mes premières minutes à la barre. C'était un mélange de curiosité, de rêve, parce que là, vous vous dites, là, je suis vraiment avocat. Vous voyez un peu. Et je suis vraiment à la barre, avec le dossier de quelqu'un. Et vous dites, donc là, c'est très sérieux. Mais maintenant, à côté de ça aussi, il y a le manque d'expérience, il y a le doute, parce qu'on ne s'est pas encore assis, on n'a jamais plaidé, vous voyez, des choses comme ça. Ça n'a pas aussi été facile, mais comme déjà les bases étaient quand même suffisamment bien posées, on a pris quand même le temps de nous passer quand même au peigne fin au niveau du cabinet, de nous montrer les grandes lignes et tout. Ça n'a pas été facile, je dirais, mais ça n'a pas été impossible. On a fait ce qu'on pouvait faire, on a appris les erreurs, on a aussi martelé sur nos forces, on s'est encore plus découvert d'ailleurs. Et voilà, c'était le début d'une grande aventure. Et jusqu'à aujourd'hui, cette première instance-là nous a servi pour beaucoup de choses aujourd'hui. Ok. Et comment vous évoluez dans ce cabinet? Ça fait une année déjà? Plus d'une année? Non, dans ce cabinet-là, ça ne fait pas une année. Nous sommes en train de tendre vers une année. Ouais. Vers une année. Ouais. Et vos premières expériences jusqu'à d'autres audiences, comment vous vous sentez en tant qu'avocat? Est-ce que votre vision qui était de défendre la justice ou la voie des sans droits, vous l'accomplissez? Oui, je dis ça, je dis un grand oui même, un grand oui. Pourquoi? Parce que le Seigneur a été avec moi. Je suis d'abord tombé dans un cabinet où le cabinet est constitué de chrétiens, d'abord. Le cabinet est constitué des gens qui ont de l'humanisme. Le cabinet est constitué des gens qui ont de la matière. Donc, le mélange de trois ne pouvait que me permettre, moi aussi, de sortir, en fait, ce qui était enfoui au fond de moi. Parce que bon, voilà, le besoin de la justice et le besoin d'une bonne justice, d'ailleurs, je vais dire ça comme ça. Alors, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, avec qui je évolue aujourd'hui, je dirais que je passe de moments merveilleux. Je passe des moments merveilleux. Toutes les fois où nous avons des audiences, c'est des moments de fête. Parce qu'on est là, on se dit, on va se servir du droit. C'est des moments de fête, c'est des moments de gaieté, c'est des moments de beaucoup d'apprentissage, c'est des moments de découverte. Parce que vous voyez, le droit, il est large. Alors c'est au jour qu'on finit par apprendre. Voilà. D'accord. Et au niveau de votre épanouissement financier, vous avez quitté un travail pour vous dédier à l'avocature, l'exercice du métier en tant qu'avocat. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, confortable et tout ça? Et est-ce que votre vision aussi, ça serait aussi de créer votre propre cabinet ou vous comptez évoluer longtemps dans le cabinet dans lequel vous êtes? Bon, déjà, pour répondre à la question des finances, par exemple, je dirais que je ne me plains pas. En tout cas, je dirais que je ne me plains pas. J'ai de quoi tenir et tout. Donc, je suis quand même bien où je suis. Je ne regrette pas d'avoir décidé de partir d'où j'étais. Et je ne regrette pas aussi d'être où je suis. Où je suis très bien. Je suis très bien en tout cas, je suis très bien. Je suis très bien. Le droit est en train de petit à petit de nourrir son âme. Donc vous vous projetez encore pour longtemps dans ce cabinet? Bon, j'y trouve encore mon compte, j'y trouve encore ma part, et les comptes sont bons de ce côté-là. Et il y a cette confiance dans le cabinet, vous vous sentez respecté, vous vous sentez considéré, vous vous sentez valorisé. Alors, peut-être qu'on verra bien dans les années futures, mais pour l'instant, en tout cas, j'y demeure. Est-ce que vous êtes arrivé à un moment où vous avez éprouvé des doutes devant un dossier où vous vous dites, est-ce que ça vaut la peine vraiment de continuer avec ces dossiers, avec un des dossiers sur lesquels vous avez eu à travailler? De doutes par rapport à la nature du dossier ou bien par rapport au rendement du dossier? Les deux. Ça peut être nature et rendement. Voilà. Ah, ok. Parce que vous dites, j'ai peut-être un adversaire, bon, je ne sais pas si je vais l'appeler adversaire, ouais, qui est un peu plus expérimenté que moi. Ouais. Et il y a tous ces doutes-là. Ok. Oui. Voilà. Si je disais non, ce serait un mensonge. Parce que, comme je disais là, entre la théorie du campus et la réalité sur le terrain, il y a un fossé.
Vous êtes avocat, vous n'avez que 2 mois. Vous tombez sur un dossier et que vous vous rendez compte que l'autre avocat là-bas en a 15 dans la profession. Il en a 20. Ou encore même, c'est votre professeur qui vous a appris le droit au campus. Mais il est aussi avocat. Vous n'allez pas aller plancher devant votre client pour dire non, mais l'autre là-bas, c'est un aîné, c'est quoi. Non, vous devez l'affronter, en fait. Alors, dans ce genre de situation, le doute ne peut qu'intervenir. Mais le plus important, c'est de transcender ce doute-là. D'affronter ce doute-là, en fait. Et de se dire, je vais faire ma part. C'est d'abord ça le plus important. Douter, oui, j'ai douté. Mais jusque-là, en tout cas, j'essaye toujours petit à petit de monter. Dans votre métier d'avocat, vous avez dit que vous étiez passionné de justice. Étant maintenant dans le bain de comment fonctionne un peu l'appareil judiciaire, toutes les péripéties, c'est quoi la cause de la mauvaise réputation de notre appareil judiciaire? Et quelle est votre perception de ça et comment ça pourrait changer dans un état de droit qui passe aussi par une justice qui est équitable pour tous? Bon, déjà, je commencerai par dire ceci. La cause de cette réputation, s'il faudrait que je le dise, je reprenne vos mots, c'est la méconnaissance du droit par la population. Parce que le droit n'est pas que ce que la population connaît. Il est dit que un bon juriste, c'est celui qui maîtrise non les généralités du droit, mais les exceptions. Un exemple terre à terre, ou un exemple très simple. Le droit à la vie, tout le monde sait quand même qu'un individu a droit à la vie. Mais lorsqu'il faudrait aller dans le fond des questions qui relèvent du droit, c'est une responsabilité des gens du droit, en fait, qu'un ingénieur ne maîtrise pas, qu'un médecin ne maîtrise pas. Donc, comme il est dit, à chacun son domaine de prédilection, mais malheureusement, pour ce qui est du droit, les novices, il y en a beaucoup. Donc, même quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, quand je le dis dans le bon terme, simple chauffeur, peut s'intéresser au droit et émettre un avis. Il peut critiquer un jugement, en fait. Il peut analyser un jugement rendu par des juges, par un tribunal. Vous voyez un peu. Mais avec quelle maîtrise du droit? Aucune maîtrise. Simplement, c'est qu'il a entendu dans les bouches à oreille et tout. Il s'est fait une idée et il va émettre un jugement. Alors, comment voulez-vous qu'avec cette méconnaissance-là, qu'on puisse émettre un avis assez sérieux? Vous voyez? Parce que ce qui est quand même évident, c'est quoi? Mais ceux qui ont la qualité de manier le droit, s'il vous plaît, c'est 5 ans d'études universitaires. Ok? C'est d'abord 5 ans d'études. Et puis c'est des années d'expérience dans le métier. Donc on ne se réveille pas d'un bon matin comme ça, on vient dire le droit comme on le veut. Non. Et puis nous travaillons en public. Moi j'aime le dire comme ça. Nous travaillons aux yeux et au su de tout le monde. Donc ça veut dire qu'on ne va pas quitter sa chambre pour venir faire n'importe quoi. Dit comme ça, je ne dirais pas que dans le droit, il n'y a que des anges. Non, je ne dirais pas ça. Ce serait un manque de sincérité. Mais je pense quand même que partout, il y a des failles, des petites failles. Chez les médecins, il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins. Chez les économistes, chez les comptables, il y a des bons comptables, il y a des mauvais comptables. Même chez les pasteurs ou chez les prêtres, il y a des bons prêtres, il y a des mauvais prêtres. Alors, ce qui est aussi une évidence, l'appareil judiciaire n'est pas aussi exempté de cela. C'est vrai, il y a des gens qui font mal les choses, mais ce qui est quand même aussi évident, c'est que il y a des avocats, il y a des magistrats, il y a des défenseurs judiciaires, il y a des huissiers, donc tout ce qui concerne le droit, il y a des gens qui ont l'amour du travail bien fait. Il y a les gens qui ont le désir de la bonne justice. Il y a les gens qui ont le désir de travailler en âme et conscience. Malheureusement, là où le bas blesse, je ne cesse de le dire, c'est la méconnaissance de la profondeur du droit. Des gens qui n'ont pas la maîtrise du droit, mais qui émettent un avis. Et surtout, par exemple, pour le cas du Congo, pour qu'on reste en tout cas en République démocratique du Congo, nous souffrons aussi d'une chose, c'est le manque de vérification d'une information. Il suffirait que je vous raconte une histoire ici, que vous allez sur la route, que vous expliquez ça à 2 personnes. Je suis prêt à parier que rares sont ces personnes qui prendront le temps de vérifier l'authenticité de l'information, mais qui iront aussi partager.
Donc voilà déjà que quand quelqu'un émet un avis, prenons le cas des procès par exemple qui passent devant la télévision et tout là-bas. Mais vous voyez quelqu'un qui n'a peut-être, qui s'est même arrêté à un simple certificat de 6e. Mais il va vous sortir toute une théorie pour vous dire non, ces juges-là, ces magistrats-là, cet avocat-là n'a pas été correct parce que. Mais qu'est-ce qu'il maîtrise du fond dans le droit? Vous voyez? Alors, malheureusement, c'est la grande partie de la population. Non, la population est plus dans les émotions que dans la... Justement, la population est plus dans les émotions, dans la méconnaissance du droit. Parce que ce qui est quand même évident, c'est que moi, je me rappelle encore sur le banc de l'université, on m'a appris ceci, le juriste n'a pas de sentiments. Vous voyez un peu? Donc, moi, en tant que juriste, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est la preuve. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce qu'un individu a pleuré quelque part. Ce n'est pas parce que vous avez fait couler des larmes de sang que vous avez forcément raison. Ce n'est pas parce que vous êtes affronté ou confronté face à un monsieur qui a 99 ans qu'on doit avoir pitié parce que non, c'est un vieillard. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est vrai qu'il y a le côté humanisme, oui, mais avant tout, c'est d'abord le droit. Vous voyez? Alors, la société, elle, c'est que non, la société vous dira non, mais c'est une grande personne, pourquoi vous pouvez faire ça? Non, vous ne voyez pas qu'il est malade, d'ailleurs, son fils est décédé parce que. Alors que moi, dans le fond, je ne suis pas tenu par ça. Moi, dans ma tête, face à un sujet, face à un problème, je me dis, que dit la loi? Que dit la loi? Vous voyez? Peu importe l'âge, peu importe tout ce qui va dans ce sens-là, je suis guidé par tout ce qui est légal. Voilà. On a en moins un éclaircissement sur ça. Merci. On va passer de votre autre casquette de conférencier et responsable de FIDEC Academy. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts dans ça? Parce que vous n'êtes pas devenu conférencier du jour au lendemain. Ouais. Donc, comment vous avez commencé vos premiers pas dans ça, dans le développement personnel, développement de la confiance en soi et le reste? Voilà. Déjà que naturellement, j'aime pas trop les grades, comme on le dit. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même quand on voit sur Internet, c'est genre les coachs et tout. Je ne me suis jamais mis dans cette peau-là. Limite, je préfère encore qu'on m'appelle simplement conférencier. Je préfère que ça me va, en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes trop dans le copier-coller. Comme le disait un de mes professeurs, le moine copiste. Vous conviendrez avec moi qu'à Lubumbashi, à une époque, il suffisait d'avoir un PC. Parce que tous les jeunes hommes s'appelaient DJ. C'était un vent. Quelque temps après, voilà, actuellement, par exemple, il suffit d'avoir un appareil photo et tout. Tout le monde veut dire non, je prends les images, les photos professionnelles et tout. Donc vous allez vous rendre compte que pour le cas du Congo, c'est que quand un vent souffle, une tendance souffle, c'est que tout le monde veut aller sur cette tendance-là. Il y a eu un pétrolier qui s'est lancé dans le carburant. Aujourd'hui, vous avez vu comment il y a eu un pléthore en termes de stations et tout. Nous sommes trop dans ça, en fait. C'est comme ça que moi, je me dis, je préfère rester loin des sentiers battus. Alors, les grades, tous les titres, je dis toujours aux gens, en tout cas ceux qui me fréquentent, ceux qui me connaissent le savent. Je dis non, ça c'est pour eux. Je préfère encore limite rester dans cette casquette-là de conférencier, mais avec beaucoup de modestie. Alors, pour répondre maintenant à la question, comment ça a commencé? Tout est parti du campus. Officiellement, tout est parti du campus. Mais ma jeune sœur, qui vient juste après moi, en famille, m'a fait une révélation que moi-même j'avais déjà oublié. Depuis élève, j'avais pour habitude de réécrire certains adages sur des papiers que je collais derrière la porte de ma chambre. Pourquoi je collais derrière la porte de ma chambre? Ça me permettait, c'est que toutes les fois où je devais entrer, sortir et tout, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai relis un adage, ça me permettait de retenir. Et durant plus de 4 ans comme ça. Alors, on arrive sur le campus, on avait pour habitude, lorsqu'on arrivait à lever une séance et tout, on restait sur le campus. Il fallait discuter sur une question quelconque et tout. À tel point qu'un ami à moi me dira un jour, il me dit, non mais attends, très souvent quand nous discutons, c'est à toi que nous laissons la dernière conclusion en fait. Mais tu ne trouves pas que ce serait mieux de commencer à nous réunir habituellement et autour d'une question, d'un sujet, on essaie de
d'échanger dessus. Alors, c'était à nos temps perdus. En tout cas, on pouvait rester sur le campus, discuter, échanger et tout et tout. Et c'est comme ça qu'il y avait une certaine ascendance en fait. Le nombre ne faisait que croître. Et puis un temps, il y a eu un relâchement de mon côté parce que bon, voilà, ça me demandait un peu beaucoup. J'étais aussi un peu occupé à autre chose et tout et tout. Mais la demande était permanente. Mais regarde, on a besoin, ça fait longtemps qu'on a parlé, ça fait longtemps qu'on a discuté. Et à côté de ces discussions-là, j'avais des retours, des témoignages, c'est ce que je voudrais dire, de gens qui pouvaient te dire, non mais regarde, depuis ce jour-là, quand tu as dit ça, j'ai commencé à faire ça dans ma vie, voilà, j'ai apprécié et j'ai commencé à évoluer. C'est comme ça que finalement, je me dis, bon, ok, plutôt que de rester au niveau des amis, pourquoi ne pas intéresser une grande partie, carrément. C'est là finalement que nous avons organisé notre première conférence. On date de... C'était le 10/10/2020. Ouais. Je crois que c'est la période de Covid, c'est ça, non? Ouais, voilà. Parce que je me rappelle bien, c'était durant l'intervalle où on nous a déconfinés pour la première fois. Là. C'est à ce moment-là qu'on a organisé cette première conférence, le 10/10/2020. Voilà, je crois que ça devait faire un truc dans ce sens-là. Alors, il fallait inviter les gens, n'est-ce pas? Alors, je ne pouvais pas recevoir ces gens-là chez moi à la maison. Mon salon n'est pas assez grand pour recevoir tout ce monde-là. Et puis, je ne peux pas aussi inviter l'inconnu chez moi à la maison pour des besoins de sécurité et tout, et tout, et tout. Alors, on s'est dit non, mais on va trouver un endroit où nous allons essayer de réunir les gens. Alors, contre vents et marées, on a trouvé un endroit ici à Lubumbashi. Je crois que la première conférence que nous avons organisée, c'était au bâtiment Hypnose. C'était encore quand Hypnose commençait, encore et que certains n'avaient même pas encore mis les pieds là-bas. C'était quand Hypnose était encore frais. Alors on s'est dit, on va oser, nous on va aller là-bas. On a sorti l'affiche, on a raconté aux gens que bon voilà, il y a tel événement qui se prépare. Et déjà sur Lubumbashi, en termes de conférences dans ce sens-là, il n'y en avait presque pas. Les gens étaient sceptiques, mais c'est quoi concrètement, c'est quoi. Il fallait faire comprendre aux gens de quoi il s'agissait. Et bon, voilà. On a lancé les invitations, on a lancé les affiches, on a lancé l'information et tout. Et le 10/10/2020, la salle que nous avons occupée était pleine comme un œuf. À peu près combien de personnes? On était dans les... Combien? Je vais rester sincère, je crois qu'on touchait les... Peut-être bien les 180-200 pour une première expérience. Et l'entrée était payante, vous avez... Oui, nous n'avons pas fait une conférence. Depuis que nous sommes là, depuis que nous organisons aujourd'hui, on n'a pas tenu une conférence gratuite. Pourquoi? Parce que... Une première fois, une conférence payante, c'était quoi cette conviction que vous aviez que les gens vont venir sur une thématique peut-être nouvelle et ils vont payer? Bon, nous sommes là en nous disant conférenciers, on est là en train de prêcher sur la confiance de soi, sur l'estime de soi et tout et tout. Je pense que avant de prêcher aux autres, on est censé être un exemple. Alors, il aurait fallu prouver d'abord à nous-mêmes que nous avons confiance en ce que nous faisons et que les gens viendront. Et d'ailleurs, je peux vous passer cette information-là comme ça. C'est lorsque j'organise cette conférence-là avec des amis, que j'avais appelé d'une façon pêle-mêle à cette époque-là, parce que l'équipe n'était même pas encore constituée, qu'aujourd'hui, par exemple, quand je travaille aujourd'hui maintenant pour toutes les conférences que nous avons organisées aujourd'hui, j'ai quand même une équipe aujourd'hui. Et vous savez, mon assistant direct est venu d'où? De la première conférence. Il n'était qu'un simple participant. Et il s'est accroché à la chose, il a vu les biens fondés, et c'est aujourd'hui quelqu'un sur qui moi je repose une certaine partie de ma confiance. Je me dis non mais il peut couvrir certaines choses quand je ne suis pas là. Vous voyez? Mais il est venu comment, où on s'est rencontrés, comment c'est partant de la première conférence. Donc ça veut dire que c'est des événements qui transforment, c'est des événements qui boostent, qui changent en fait. On ne vient pas vous raconter une histoire qui aurait existé, au fait, un fait qui se serait passé quelque part. Non, on vient vous mettre face à vous-même, à vos
face à vos propres responsabilités. Alors c'est comme ça que pour la première conférence, par exemple, je disais ici que nous avons eu une salle pleine. C'était quoi la thématique? En tout cas, vous allez devoir m'excuser parce que bon voilà, il y a eu plusieurs conférences. C'était autour du développement personnel. Oui, c'était autour du développement personnel. Parce que je suis là aujourd'hui, au-delà de tout ce que je fais avec le droit et tout, il y a des choses que je n'estime pas être digne de le faire en ce moment. J'y vais par un exemple. J'ai vu par exemple de conférences où on vous dit comment gagner 10 000 $ en 2023. Ok? Des gens qui vous disent non mais venez, on va vous apprendre comment gagner. Je ne connais pas la profondeur de leur compte en banque. Je ne connais pas la profondeur de leur porte-monnaie. Mais il y a des gens qui je regarde, je me dis non mais attendez, est-ce que le monsieur en question, lui-même là, a-t-il déjà réalisé le montant qu'il voudrait nous expliquer? Vous voyez? Je trouve ça un peu aberrant, je trouve ça un peu trop posé. C'est comme ça qu'en restant dans la sincérité de choses, nous avec l'équipe, nous n'avons jamais abordé des questions dans le sens où venez, on va vous montrer comment gagner de l'argent et tout et tout. Non. Nous, on s'attelle à bâtir la personne. Parlons du développement personnel. Qu'est-ce qui vous a donné confiance pour dire que moi, Fidèle, je suis légitime pour montrer à d'autres comment ils peuvent se découvrir et développer de la confiance en eux-mêmes? Ok. À ce moment-là, vous vous sentiez légitime de le faire? Voilà. Ma légitimité, je ne l'ai pas demandée. Je ne l'ai plus non plus revendiquée. Mais je l'ai reçue. Comment? Je vous ai dit ici d'entrée de jeu que ce sont les amis qui m'ont dit non, on voudrait que tu nous parles. Parce qu'à chaque fois que tu nous parles, tu conclus et nous appliquons ça que tu fais. Donc aujourd'hui, pour devenir conférencier et tout, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai même pas vu venir. Je n'en avais même pas l'idée au fait. Déjà que je n'en connaissais pas grand-chose de ce monde-là. C'est en étant dedans maintenant que j'ai commencé à me renseigner, à m'auto-former aussi, à chercher des formations en ligne. Et j'ai dû même faire quelques déplacements en fait pour aller aussi apprendre. Parce que limite, ce qui est quand même évident, c'est que malheureusement, aujourd'hui, comme je vous ai dit, vous entendez dire qu'il y a beaucoup de conférenciers. Mais combien prennent le temps de se mettre à niveau? Combien prennent le temps d'aller aussi participer à des formations? Parce qu'il est dit ceci. Pour apprendre le cours comme une main, ok, il faudrait connaître long comme un bras. Donc, je ne me prévois pas seulement chaque fois venir me tenir devant un public avec un micro en main comme si j'étais le digne héritier du royaume pour dire l'envoyé spécial. Non. Il y a des moments où aussi je vais quelque part, je m'assois, je paye des frais pour aussi apprendre afin de venir retransmettre. J'ai organisé des formations en marketing, peut-être ça vous ne le savez pas. Je suis aussi formateur en marketing. Mais vous allez vous demander comment est-ce que quelqu'un qui fait le droit est formateur en marketing. J'ai pris d'énormes formations en marketing. Vous me prenez aujourd'hui dans vos entreprises. Si je dis aujourd'hui, bon, je laisse le droit, je peux faire un bon directeur marketing dans une entreprise. Pourquoi? Parce que je vous ai dit d'entrée de jeu ici que j'étais dans une entreprise, voilà, il y avait tout ce qu'il y avait là-bas. J'ai dû m'auto-former, prendre des formations à gauche, à droite, pour essayer de renchérir encore, d'ajouter dans ma compétence. Donc je ne suis pas quelqu'un qui se limite à se dire, bon voilà, je connais déjà et tout, ou encore je suis imbu de moi-même. Non. Mon équipe le sait. J'aime apprendre de tout le monde. Et à chaque occasion. Et pour finir encore sur cette question-là, la légitimité, je ne me suis pas donné cette légitimité-là, mais ce sont les autres qui ont estimé que j'étais digne de le faire. C'est comme ça que tout est parti. Quel est le feedback après votre première conférence? C'est vrai, vos amis vous disaient déjà, Fidèle, tu es bon dans ceci. Quand vous le faites maintenant pour un large public, qui vont même au-delà de vos connaissances, c'est quoi le témoignage des gens à la fin de cette première conférence? Voilà, j'irai sur les témoignages de plusieurs conférences d'ailleurs, en commençant par la première conférence d'ailleurs. Alors, limite, j'aurais préféré que ces gens-là puissent témoigner d'eux-mêmes, mais parce que vous me posez la question, il est des moments où nous avons de retours où vous avez la chair de poule. Aujourd'hui, par exemple, notre deuxième conférence que nous avons organisée à Pullman, à Hypnose, au sortir de la conférence, il y a une dame qui vient me voir, que je n'avais jamais vue ni d'Adam, ni de Ève. La dame me dit, dans la salle, j'allais pleurer. Je me demande pourquoi bien. Elle me dit, j'ai vu votre affiche
chez un ami à moi qui est au Canada. Après, une autre amie, chez un ami qui est au Canada et une amie en Zambie avait aussi posté. Alors, quand j'ai vu que la fiche circulait, j'ai quand même posé la question. Et une amie c'est l'amie de la Zambie qui me dira, j'ai déjà été à la conférence de ces messieurs. Et pour cette fois-ci encore, je vais quitter la Zambie vers le Lubumbashi pour aller faire quoi? Participer. Je t'invite. Alors, elle me dit, j'ai vu que c'était payant, j'ai été hésitante. C'est cette amie-là qui m'a dit, si tu veux, moi je vais payer pour que tu participes. Je sais l'impact que ça. Alors, le jour J, j'ai hésité de venir. C'est cette amie qui est venue même me chercher, qui m'a amené. Mais lorsque j'étais dans cette salle et que vous êtes en train de parler, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Et je me suis dit, cette conférence-là était mienne. Heureusement, d'ailleurs, dans nos archives, nous avons cette vidéo pendant que cette dame-là est en train de témoigner. Elle dit, cette conférence, elle était pour moi. Et aujourd'hui, cette dame, aujourd'hui, alors que nous parlons, se retrouve à Kinshasa. Elle travaille dans la primature et tout ça. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle était devenue casanière, elle ne savait plus rien faire, elle avait déjà presque tout abandonné. Et aujourd'hui, elle nous a fait une promesse, elle nous a dit, à chaque fois qu'il y aura une conférence à Lubumbashi, et que des femmes doivent y participer, je me porte garant de toujours payer une certaine quantité de billets pour certaines femmes ou filles qui ne pourront pas être en mesure de payer, afin qu'elles aussi puissent profiter de ce que moi je profitais. J'ai des gens aujourd'hui qui me disent, c'est que je suis devenu aujourd'hui, c'est par exemple de telles conférences, de tels jours et de tels sujets. Vous voyez? Vous avez des retours où les gens vous disent, non mais c'est la première fois que j'ai pu m'exprimer en public. C'est la première fois que j'ai pu avoir confiance en moi. À partir de telles conférences, voilà comment se présente ma vie actuellement. Vous voyez? Donc ce qui est quand même évident, c'est que le retour, nous en avons en tout cas en grande quantité. Et c'est ça même qui nous encourage à continuer. Les retours, nous en avons dit partout. Dit partout. Ok. Avec cette casquette à la fois des conférenciers et d'avocats, et quand vous avez plus de retours en tant que conférencier par rapport aux événements que vous organisez, comment est-ce que vous essayez de vous positionner par rapport à ça? Est-ce que étant conférencier, ça produit beaucoup plus vite qu'en étant avocat? Comment est-ce que vous arrivez à... La production, vous voulez parler des revenus, c'est ça? Non, pas des revenus. Parce que quand vous dites que vous avez plus des retours de gens, quand quelqu'un témoigne à ces points-là, ça veut dire qu'il a été vraiment touché par rapport à ce que vous avez fait. Alors, comment est-ce que vous vous voyez peut-être dans 3 ou 5 ans après par rapport à ce que vous êtes en train de faire en tant que conférencier et à côté avocat? Bon, voilà. Je pense que les deux ne doivent pas être mélangés. Parce que en étant avocat, c'est mon gagne-pain. C'est mon métier de chaque jour. Mais en étant conférencier, je dis que c'est une vocation. On ne poursuit pas le lucre d'abord. En fait. Vous voyez, il n'y a pas plus beau que un bénéfice immatériel. Vous vous imaginez un peu les sensations que nous avons lorsque quelqu'un vient vous dire ce que je suis devenu, c'est à cause de vous. Mais c'est pas quantifiable, c'est pas. On ne peut pas savoir ça coûte combien en fait. Imaginez quelqu'un qui dit ma vie aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue. C'est vous. Ça vaut tout l'or. Ça vaut tout l'or. Vous voyez? Alors, je disais qu'il ne faudrait pas mélanger les deux. Pour le côté d'avocat, on est avocat, Dieu y met sa main, on fait ce qu'on peut faire. Et déjà avec tout ce qui est avocature, ça se passe dans le secret total, ça se passe dans le privé, dans le privé, et ça se passe dans la discrétion possible. Je ne révélerai jamais quelque chose que non, je suis sur tel dossier, voilà, ça c'est, je suis tenu au secret professionnel. Mais le côté, le conférencier et tout, le besoin c'est de transformer notre communauté. Parce que à chaque fois que je me tiens devant un public, lorsque je parle au public, je me parle aussi. Vous voyez? Et nous nous disons ici que nous avons besoin d'un Congo fort, nous avons besoin d'un Congo émergent, nous avons besoin d'un Congo qui se réveille et tout et tout. Mais comment est-ce que nous allons en arriver si on ne bâtit pas la personne, si on ne bâtit pas l'individu? Vous voyez? Et c'est à ça que nous versons aujourd'hui. On n'est pas là pour dire aux gens que non, venez chez nous, on va vous apprendre comment gagner 4 milliards. Nous, on ne s'estime pas être légitime pour ça, mais nous nous estimons assez être légitimes pour dire à un Congolais, pour dire à un Africain, pour dire à un humain en général que non, tu es capable
de faire telle chose, telle chose, telle chose. Ceux qui ont pu faire tu n'es pas moins humain que ceux qui ont pu. Si tel a fait, tu peux aussi faire. Pas forcément de la même façon, mais tu pourrais aussi aller dans une autre façon, mais tu peux quand même faire quelque chose. Voilà ce que nous faisons. Donc, c'est vraiment du développement personnel. Et en termes de contenu de vos conférences, comment vous avez fait des conférences pour hommes, pour les femmes aussi, j'ai vu. Quelle est votre manière de procéder dans des conférences, vous catégorisez? Ça, c'est pour les hommes, ça, c'est pour les femmes. Ok. Oui. Voilà, nous avons eu des conférences d'abord d'une façon générale. En termes généraux, les conférences sont pour tout le monde. Mais il y a eu des besoins où nous nous sommes dit, bon, là, nous allons organiser une conférence purement féminine. Et puis après, nous avons eu aussi une conférence réservée uniquement aux hommes. En tout cas, mon équipe, aujourd'hui accompagnée d'ailleurs, je suis avec mon assistant, M. Colver, que je salue d'ailleurs en passant, ici, qui m'accompagne. Il le sait très bien, il pouvait le témoigner. Départ les thèmes. Je n'ai cessé de le dire. Je suis chrétien. Et chaque thème que vous avez déjà vu sur une de nos affiches, ou que vous verrez encore demain après-demain, vous, ici présents, rassurez-vous d'une chose. C'est un thème qui a été sorti après plusieurs prières. Ce ne sont pas des thèmes que nous prenons au hasard. Ce ne sont pas des thèmes que nous prenons au hasard. Et ceux qui me connaissent, par exemple, j'aime toujours l'afficher même sur mes réseaux, 24 heures avant l'événement, en fait, le jour J, j'ai dit toujours ceci, Seigneur, ouvre ma bouche. Afin que demain, ce ne soit pas moi qui parle, mais que toi tu parles à travers ma bouche. Donc ce sont des conférences qui se préparent en prière. Ce sont des conférences qui se préparent en prière. Au-delà de l'envie de oui, c'est une faire du responsabilité. développement personnel. C'est une responsabilité, madame. Il y a un côté spirituel. Beaucoup même. Okay. C'est un domaine de l'esprit. Écoutez, vous devez parler à des gens, par exemple, qui sont en train de fainéanter dans leur vie. C'est un exemple. Mais dans le spirituel travaille. Peut-être cette fainéantise-là, c'est un esprit familial qui fait que, bon, ce monsieur-là est en train de vaquer à des occupations comme ça. Mais vous devez venir vous réveiller et parler à cette personne pour qu'elle prenne conscience. Pensez-vous que ces esprits-là qui sont derrière là-bas sont tranquilles? Non. Ces esprits-là, vous voyez comme un ennemi. Donc vous devez aussi, vous aussi, être préparé spirituellement. Okay. Et comme on dit maintenant le spirituel, il y a ceux qui sont de l'autre côté et nous qui sommes du spirituel chez Dieu. En dehors du côté spirituel, comment ça se passe concrètement dans une conférence pour les hommes? Dans une conférence pour les hommes, voilà. Comme je le dis toujours ici, c'est que pour nous, c'est des moments d'échange. C'est des moments où nous mettons l'individu face à sa propre vie. Pas face à la vie de X personnes, non. Face à sa propre vie. S'il me permet de montrer des images ici, je l'aurais aussi fait très, très calmement. Nous avons eu une dernière conférence quelque part dans une salle de Lubumbashi ici. D'ailleurs, notre dernière sur Lubumbashi. Je vous montrerai même les images en coulisses. À un homme qui a besoin de développer la confiance en soi, qu'est-ce que vous lui dites? Voilà. Contrairement à ce que je vois, par exemple, ceux qui sont appelés coachs et tout, la confiance en soi, par exemple, pour la développer et tout, ce n'est pas quelque chose où on vient vous expliquer 2-3 phrases et puis on vous dit, ouais, vous avez maintenant actuellement une confiance en vous-même. C'est un processus. C'est une procédure, c'est des pratiques. Vous voyez, c'est des exercices. Lesquels, par exemple? Non, mais par exemple, prenons le cas de gens qui vous disent, par exemple, que j'ai du mal à parler en public. Okay. Je ne viendrai pas, par exemple, sur un plateau de télévision et dire, bon, pour parler en public, il faudrait, puis je dis, bon, voilà, tu peux maintenant parler. Non. Je viens, je vous donne des bases, je vous dis ce qu'il faudrait faire, et je vous accompagne dans la pratique, en fait. Vous voyez, c'est comme ça que je dis, c'est une longue démarche. Donc, vous faites aussi du coaching privé en dehors des conférences. Par exemple, quelqu'un peut être touché par un point dans votre conférence, et puis, comme vous avez dit, c'est tout un cheminement. Comment vous les accompagnez au-delà de la conférence? Voilà, déjà que dans mon jargon, j'aime pas trop le côté coaching. Je vous ai dit que j'ai laissé ça pour les autres. Voilà, l'accompagnement, ça me convient encore. Okay. Oui, parce que même dans nos conférences, en fait, c'est que parfois nous avons des conférences pour 5 heures de temps seulement. Or, en 5 heures de temps, on ne peut pas tout dire. Vous voyez? Alors, on vient, on pose les bases, et l'intéressé nous recontacte après pour nous dire, bon, voilà, moi j'accuse telle difficulté, j'ai besoin de cet accompagnement-là. Et c'est là maintenant que nous prenons cette démarche-là de commencer à accompagner des exercices. C'est presque une rééducation en fait. Vous voyez, c'est presque une guérison. Elle ne se fait pas à la première injection en fait. Elle ne se fait pas à la première prise d'un comprimé. C'est un cheminement.
Vous comprenez? Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ou pour les femmes, en fait. Ouais. On a eu, permettez-moi de vouloir préciser ça comme ça. Quand on a eu une conférence pour les hommes et une conférence pour les femmes, c'est parce qu'à un moment, on s'était senti dans le besoin où il fallait parler à l'homme. On s'est senti dans le besoin où il fallait parler à la femme uniquement. Et puis après, nous avons repris nos cours de conférences mixtes, comme ça, comme le veut la tradition. Pour vous, en 3 éléments, qu'est-ce qu'un homme a besoin pour être un homme, vraiment? Un homme bien bâti, travailleur, qui a confiance en lui. Qu'est-ce qu'un homme a besoin en 3 mots? Oui, bon, quelques phrases. Bon, la première des choses que moi je peux recommander, c'est la discipline. Parce que la discipline, elle englobe beaucoup de choses. Je demanderai à ce que cet humain-là, pour devenir un homme, la première recommandation, c'est la discipline. Alors la deuxième recommandation que moi je pourrais faire au-delà de la discipline, c'est la capacité à transcender ses échecs. À revenir à la charge, en fait. À se dire, j'échoue 10 fois, j'ai essayé 11 fois. J'échoue 12 fois, j'essaye 13 fois. Ce besoin de se dire, peu importe le nombre ou la quantité de mes échecs, je vais repartir à la charge. Et en 3e lieu, c'est la crainte du Seigneur. Je préfère le dire comme ça. Monsieur Fidèle, j'ai une question, ou soit une demande que je vais vous faire. Quand je suivis votre parcours, vous êtes quelqu'un de déterminé, mais aussi humble par rapport aux actes que vous posez. Et quand vous voulez atteindre un objectif, vous le faites sérieusement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces jeunes qui veulent se lancer? Parce que la plupart d'entre eux veulent aller plus vite. Du coup, ils se retrouvent face à des soi-disant coachs, entrepreneurs, motivateurs, on ne sait pas quoi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes-là qui veulent se lancer, que ce soit dans un domaine ou un autre? Qu'est-ce que vous pouvez donner à quelques mots? Voilà. Déjà, d'entrée de jeu, je dirais ceci. Il faudrait que nous, jeunes, qu'on arrête de vouloir tout et tout de suite. Je dis bien qu'on arrête de vouloir tout et tout de suite. Le mal aussi qui nous gangrène, c'est que j'ai tendance à voir que nous avons une difficulté de nous donner le temps de progresser. Comme disent les Anglais, step by step. Ok? On se dit, à peine que je commence, je voudrais par exemple devenir, ou j'ai mon bac en ingénierie par exemple, ou je suis architecte, je voudrais déjà avoir des marchés comme celui qui a commencé à 20 ans. Vous voyez? Alors, c'est dans cette agitation-là qu'on se confie à tout le monde et à n'importe qui. Le mal aujourd'hui, par exemple, avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux ont donné à tout le monde la possibilité d'émettre un avis, d'émettre un raisonnement, de se prévaloir de quelque chose, même quand on n'en a pas qualité. Alors, il serait sage d'aller d'abord dans la rigueur, ok? Et ce que je voulais dire il y a peu, la discipline. C'est dans la discipline que vous vous dites, non mais est-ce que ce que je voudrais faire en vaut la peine? Et la personne chez qui je voudrais me diriger, on a la qualité et la compétence. Il faudrait que le jeune quitte le côté sentimental. Il faudrait que le jeune quitte le côté... la loi du moindre effort. Vous voyez? Qu'on devienne très rigoureux. Très rigoureux. Et à cette rigueur-là, qu'on y ajoute de la folie. Vous pouvez peut-être vous dire ici que non, je suis très déterminé. C'est parce que ceux qui me connaissent, la plupart m'appellent le fou. Je vais peut-être passer cette information comme ça. Parce que c'est une information qui court déjà. Aujourd'hui, je suis en train de me préparer pour aller tenir 3 conférences en Afrique du Sud. Je ne suis pas sud-africain, moi. Mais lorsque les gens ont appris ça, ils me disent, mais toi, tu es malade. Je dis, exactement, je suis malade. Je suis fou dans ce que je fais. Tant que ça ne me tue pas, tant que ça ne trouble pas les mœurs, tant que ça ne dérange pas la moralité, je me dis, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas voir les choses en grand, en fait? Aujourd'hui, voilà, j'ai fait un peu de conférences ça et là, ici, en RDC. Je me dis, pourquoi ne pas aller au-delà des frontières? Qu'est-ce qui me limite? Ok? Ça me rappelle un aîné congolais qui a dit,
Le ciel n'est plus la limite parce que nous avons marché sous la lune. Vous voyez? Alors moi, je me dis, le souci pour moi, c'est de demander à ces jeunes-là d'être fous dans ce qu'ils font. Mais c'est une folie positive, je précise. Il faudrait que ce soit une folie positive. Ne pas se dire, bon voilà, on m'a dit. C'est vrai, il est important de prendre des conseils, mais il faudrait aussi jauger la qualité de qui vous conseille. Qu'est-ce que cette personne-là a fait concrètement? Où est-ce que cette personne est arrivée concrètement? Parce que quelqu'un qui n'a parcouru que 10 km ne peut que vous conseiller en fonction de ces 10 km qu'il a parcouru. Vous voyez? Alors, il ne faudrait pas tomber dans cette masse des coachs que nous voyons sur internet et tout, quelqu'un qui se réveille comme ça parce qu'il a un joli téléphone, il a une bonne petite caméra et tout, il a la connexion quelque part, il sait un peu avoir 2-3 mots en français dans la bouche et tout, on s'autoproclame coach, conférencier et tout. Il faudrait dire que les charlatans, il y en a beaucoup. Alors, que les jeunes mettent de la rigueur et surtout aussi, les grandes capacités sont enfouies au fond de ces jeunes-là. Le plus grand voyage en son intérieur pour s'y retrouver. Vous voulez, en tout cas vous retrouver, faites les voyages dans votre intérieur, vous allez vous rendre compte qu'au fond de vous sommeille un géant. Au fond de vous sommeille un champion. Au fond de vous sommeille un guerrier qui n'attend que de se réveiller. Mais vous ne pouvez pas le réveiller tant que vous n'êtes pas encore rentré au fond de vous-même. Je voudrais revenir sur le dire d'un de mes mentors, le pasteur Ivan Castano, qui dit: c'est de la capacité de Dieu de déposer du potentiel à chacun d'entre nous, mais c'est de la capacité de chaque individu de les découvrir et de l'exploiter. Vous comprenez? Donc il y a du potentiel que Dieu a mis en chaque individu. Et il revient à chaque individu aussi de rentrer au fond de soi-même, de se découvrir et d'exploiter ce que Dieu a mis en lui. Voilà. Parlons de FIDEC, vous avez commencé il y a 2 ans de faire des conférences. Vous en avez fait à peu près combien? Je crois pas moins de 13, si je ne me trompe. Pas moins de 13. C'est très louable, ce genre d'accomplissement. Merci. Et où est-ce que vous en êtes avec votre vision? Quelle est votre vision? Comment vous vous projetez pour faire croître votre organisation? Et comment vous comptez la pérenniser? Voilà. Mon souhait est d'atteindre ce niveau. Le jour où on dira: vous voulez que votre enfant soit transformé. Vous voudrez que votre enfant soit rebâti. Vous voudrez que votre personne ou que l'humain soit transformé. Pensez FIDEC Group. C'est le niveau qu'on voudrait atteindre. C'est le niveau qu'on voudrait atteindre. Parce que le souci pour nous, c'est quoi? C'est de reformer l'homme, en fait. Ok? Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui est besoin vital, en fait. Tout ce qui est quotidien. La façon d'être, les manières, la capacité à se dire: je ne peux pas faire telle chose parce que bon, ce n'est pas humain. Vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, on est là sur le Bumbashi, on est là sur le Congo et tout. Nous avons des bouteilles par-ci, par-là et tout. Il y a une insuffisance dans l'éducation citoyenne. Simplement ça, en fait. Ouais, donc c'est des petites choses qui font toute la différence. Et c'est ça, notre cheval de bataille. Rencontrer quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, le travailler, et que demain après-demain, qu'il ait confiance en lui. Et qu'il aille faire ce qu'il doit faire. Venir rencontrer quelqu'un qui est meurtri par son passé, et qui ne sait pas se délecter de son passé et se dire: je ne sais plus avancer. Je ne sais plus, par exemple, même aimer. Parce que bon, voilà, j'ai connu des trahisons et tout, je souffre aujourd'hui. Aider cette personne-là à se délecter de ce passé là-bas et de partir vers des jours heureux. C'est comme ça que, limite, notre travail, c'est aussi un travail de psychologue. Je vais peut-être vous surprendre, oui, j'ai fait des études de psychologie. Et petit à petit, je suis en train de voir comment est-ce que me faire accompagner par d'autres plus grands psychologues, parce que c'est un travail de l'esprit, c'est un travail de la mentalité, c'est un travail de la tête. Et ça demande un accompagnement. Comme je vous ai dit là, cette transformation-là, ce n'est pas du bouche à l'oreille qu'on le fait comme si c'était par un bâton magique. Nous, c'est un accompagnement. C'est sur le long terme que nous arrivons à le faire. Alors, notre vision à nous, c'est quoi? C'est que le souhait pour nous, c'est de bâtir un empire. Ok? Où les gens peuvent venir au-delà de l'église, par exemple. Parce qu'il y a des choses qui ne se règlent pas avec la prière.
Il y a des problèmes, par exemple, il y a des affres du cœur qui n'ont pas besoin de la prière. Mais simplement, la personne a besoin simplement de se vider. La personne a simplement besoin, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cette expérience-là, mais il est de ce moment où vous avez un problème. Même si vous savez que la personne ne va pas vous donner la solution, mais vous avez simplement besoin d'en parler à quelqu'un. Simplement ça. Aujourd'hui, on connaît les gens avec la dépression et tout. Malheureusement, la dépression, on la voit que lorsqu'elle a atteint un niveau presque de non-retour. Mais alors que ce sont des choses qu'on peut détecter bien avant et essayer de pallier à ces genres de situations-là. Aujourd'hui, par exemple, nous avons les AVC avec les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes ont des problèmes. Et quand vous posez la question aux jeunes, mais c'est quoi? Ils disent, les aînés ne veulent pas nous écouter. Les aînés pensent que nous ne sommes pas stressés. Vous voyez les choses comme ça. Alors, nous voulons créer un environnement. Nous voulons créer une institution où ces genres de situations, ces genres de problèmes seront traités. Au-delà des conférences, Au-delà des conférences et tout. Au-delà de conférences. Parce que même les conférences, ça entre dans ce que nous avons appelé le bâtir. Mais celui-là, c'est pas seulement pas maintenant de l'immeuble, mais de l'humain. Nous, notre centre d'intérêt, c'est l'homme. Ok? Je vais vous donner un exemple très simple, une histoire très simple pour finir sur cette question-là. Cette histoire raconte aussi un couple, parce que les deux travaillaient, alors ils avaient un enfant. Du coup, ils se sont partagés des jours où l'un devait rester travailler à la maison pour garder l'enfant. Alors, vient le jour où l'homme devait garder l'enfant, tellement qu'il était aussi occupé à son travail, bien qu'il était en train de travailler à la maison. Il prend une feuille où c'était, il y avait une photo du monde, la carte du monde. Alors, il a déchiré en quelques parties, et il a donné à l'enfant, il a dit non, essaie de recoller. Quelques minutes s'en sont passées. L'enfant est revenu, ayant déjà fini. Le papa était choqué, il a dit, mais je voulais t'occuper longtemps. Pour que j'aie le temps de travailler. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas traîné et que tu es revenu plus vite? L'enfant dit à son père, papa, au dos de cette page, il y avait la photo d'un homme. Je me suis concentré à reconstruire l'homme. Et indirectement, j'ai reconstruit le monde. Alors nous aussi, notre souci, notre désir, c'est de reconstituer l'être humain, de rebâtir l'homme. Et nous estimons qu'en faisant cela, nous aurons reconstruit l'humanité. Voilà. Une vision assez noble. Ok. Une vision assez noble de votre académie. Merci. Future académie, quoiqu'elle n'est pas encore en place. Ok, je m'interromps tout le temps. D'accord, nous allons poser les 2 dernières questions du podcast. Pour vous, c'est quoi une personne intègre ou un modèle d'intégrité, un modèle de réussite? Comment vous définissez ça? Un modèle d'intégrité ou un modèle de réussite? Les deux. Commence par un modèle d'intégrité. C'est okay. quoi? Sans mélanger les deux. Sans mélanger. Voilà. Oui. Parce qu'on peut être intègre et ne pas réussir. Tout comme aussi on peut aussi réussir mais ne pas être intègre. Il y a déjà quelque chose qui me gêne toujours quand on parle de l'Afrique. Oui. C'est lorsque par exemple nous parlons de la France-Afrique par exemple. Récemment j'ai vu un congrès ou une rencontre là, entre la Russie et l'Afrique. Vous voyez? Comment imaginez-vous on peut prendre l'Afrique, tout un continent. Tout un continent, s'il vous plaît, qui doit aller s'asseoir aux côtés d'un individu qui gère un pays. Et on se dit, bon, voilà, on doit apprendre et tout ce qui va. Moi, cette réalité-là, déjà, me gêne. Ça m'a toujours dérangé à chaque fois que j'entends, non, la France-Afrique. C'est des choses qui, moi, chez moi, ça passe pas. Parce que je me dis, mais comment, s'il vous plaît? Ces gens qui viennent là-bas, ce ne sont pas les présidents d'Afrique qui viennent à ces genres de rencontres, ce ne sont pas des gouverneurs des provinces. Les pays africains ne sont pas des provinces pour le continent africain qui est un pays, nous. On doit avoir quand même du respect pour l'Afrique, s'il vous plaît. C'est quand même l'Afrique. Alors, dire l'Afrique libre, c'est bien beau de le dire, mais il faudrait que l'Africain comprenne une chose. Tant que l'Africain ne se bouge pas, l'Afrique ne sera jamais libre. Et pour que l'Afrique se bouge, il faudrait qu'il y ait des fils et des filles d'Afrique qui se disent, maintenant, ça suffit. Et il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut passer aux actes. Il faudrait rompre avec la peur et se dire,
quoi qu'il arrive, nous allons nous lever, porter l'étendard de l'Afrique tellement haut, afin que demain, après-demain, les générations d'après nous se disent oui, nous avons hérité une Afrique libre. Mais pour l'instant, je pense que la liberté de l'Afrique n'est qu'utopique, mais heureusement, le vent du changement est en train de souffler. Parce qu'il y a des initiatives qui se prônent de gauche à droite, où on sent que l'Africain est en train de bouger. Parce que ce qui est quand même évident, oui, il faudrait aussi louer les prouesses de l'Africain, parce que l'Africain d'hier n'est pas l'Africain d'aujourd'hui. Et je puis le dire aussi, que l'Africain de demain ne sera pas l'Africain d'aujourd'hui. Alors, que nous puissions conjuguer le habitant, le vivant ensemble, parce qu'ensemble nous sommes forts et ensemble nous sommes invincibles. Nous voulons une Afrique libre. Battons-nous pour cette liberté, parce que la liberté, elle ne se donne pas, elle se gagne. D'accord. Merci. Merci. Nous avons eu le plaisir de recevoir M. Fidèle Kalumbu. Nous sommes très contents et à un prochain numéro de Lab Podcast. À bientôt.